Alors dans cette vidéo, on va voir principalement les fondamentaux de JavaScript. Donc avant de continuer, je vous exhorte déjà à créer un dossier dans lequel vous allez créer un nouveau fichier HTML. Donc par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais ça doit terminer par .html. D'accord? Et dans ce dossier également, vous créez un fichier JavaScript, ou du moins vous pouvez laisser comme ça pour la suite. Donc ici, au niveau des fondamentaux, on a ce qu'on appelle la balise script ancienne et moderne qu'on va voir tout de suite. Donc moi j'avais déjà ouvert mon dossier, mon fichier HTML et un fichier JavaScript ici. D'accord? Donc ici on parle de la balise script. La balise script, c'est tout simplement cette balise là qui permet d'exécuter du code JavaScript, d'accord, à l'intérieur du HTML. Comme je vous ai dit, le langage JavaScript travaille en collaboration avec du langage HTML. Et comme il travaille avec du HTML, il utilise bien sûr les scripts qui caractérisent au HTML. Donc les scripts, vous savez que la nature de HTML, c'est d'être organisé à travers des scripts, des balises. D'accord? Donc pour parler avec le HTML, on passe par des balises. C'est ce que JavaScript fait ici en utilisant sa balise principe, sa balise personnelle qu'on appelle script. Maintenant, cette balise là a deux versions, la version moderne et la version ancienne. Donc dans la version moderne, on a SCRC seulement. Enfin, dans la version ancienne, on a SCRC. CRC simplement. D'accord? Donc ça c'est la version ancienne. Maintenant dans la version moderne, ils ont ajouté type égale le type de données qu'il y a. Donc c'est du texte. Et c'est quel type de texte? C'est du JavaScript. Donc ils ont en fait ici c'est SRC. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement ajouté ces attributs là de la balise script. Donc, si vous ne mettez pas les attributs, c'est-à-dire que vous dites à l'ordinateur, le script sera ici en fait. Donc, le code de votre JavaScript sera contenu dans toute cette balise-là. Mais comme le code peut être long, c'est mieux d'utiliser un fichier externe à votre fichier ici, à votre fichier HTML. D'accord? Donc, un fichier JavaScript externe. Puisque ça peut être trop long et puis ça va vous embrouiller. Donc, vous allez déclarer un certain nombre d'attributs. Et ces attributs-là, en fonction de leur, on va dire, en fonction de leur nombre, vous allez pouvoir identifier que ce script, l'ordinateur saura que ça c'est une ancienne balise, ça c'est une ancienne manière de déclarer la balise script ou pas. D'accord? Donc par exemple, si vous enlevez type, ça c'est on revient à l'ancienne version. Si vous remettez type, on revient à la version moderne. Mais pour le moment, ça n'a pas d'incidence en fait sur le fonctionnement. C'est juste pour la culture générale. D'accord? Donc ici, on a déclaré notre balise script. Après, on va passer à l'étape suivante qui est le mode useStreet. C'est aussi un élément fondamental dans le début en JavaScript de comprendre ça. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai créé mon dossier, mon fichier run.javascript à côté qui est encore tout à fait vide. Donc je vais d'abord commencer par le lier à mon projet, à ma page HTML. Donc c'est au niveau de l'attribut SCRC qu'on va mettre le lien de notre fichier JavaScript. Comme c'est juste à côté, donc c'est un lien qui sera court, je mets point et je l'appelle tout simplement. Donc je dis exécute-toi ici. Et à ce niveau, le code qui est contenu, si vous mettez un code ici, ce code là ne va pas s'exécuter en fait. Il va passer parce qu'il va charger le code, ou du moins il peut s'exécuter mais après. Il peut s'exécuter mais après. D'accord? Mais il va d'abord charger le code de ce fichier là en fait. Donc d'où la présence de SCRC ici. Donc il veut dire source en fait. Donc la source du fichier. Alors donc on était au niveau du mode d'utilisation useStreet. Alors déjà pour useStreet, pour l'utiliser, il faut tout simplement écrire au début de votre fichier useStreet. Là, le navigateur sait que la version de JavaScript qui s'exécute dans mon moteur, dans ce moteur, en fait, c'est le moteur qui sait que cette version de JavaScript est ancienne ou moderne. Donc, en fonction de cette spécification, il saura comment exécuter le code. Par exemple, si je dois prendre en considération telle ou telle chose, si la variable s'est déclarée comme ça. Par exemple,
Ça, c'est la version. Lorsque vous mettez use script, ça veut dire que vous utilisez la version moderne de JavaScript. Et dans la version moderne de JavaScript, lorsqu'on déclare, par exemple, une variable, il faut naturellement mettre le type de variable, si c'est une constante, si c'est... Voilà. Par exemple, vous allez voir, si je mets non, je déclare tout simplement comme ça. Je mets par exemple NDG. Je vais alerter. J'alerte, donc je vais afficher ce nom. Normalement, ça ne devrait pas passer parce que ça c'est la version de l'époque. Ça, c'est avant que c'était comme ça. Ça ne doit pas passer parce que useTrick est là. Il a dit au navigateur que le code que j'utilise, c'est un code moderne. Donc, il va considérer que si tu t'exécutes comme ça là, étant donné que c'est un code moderne et que le code que toi tu as mis, c'est un code ancien, ce code ne va pas s'exécuter. La preuve, c'est que si je repars au niveau de mon navigateur, si j'actualise, vous voyez que rien ne ça, il n'y a pas, rien ne change en fait. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple ajouter quelque chose. Je vais dire que bon, c'est une constante. D'accord? J'enregistre. Je repars au niveau de mon navigateur. J'actualise. Vous voyez que là, ça passe. Il a affiché le nom. Donc en fait, c'est ça tout simplement le rôle de mode use strict ou pas. Donc maintenant, si j'enlève le mode strict, ça devient plus général. Ce n'est ni moderne ni ancien seulement. Donc c'est les deux. Il peut prendre en considération tous les codes. Pareil, si j'enlève const, je repars au niveau de mon navigateur. J'actualise, ça passe toujours. Mais pourtant, quand je mettais useStreet ici, vous voyez, quand je mettais useStreet et que j'enlève le const, si je repars, ça ne passe pas. Donc c'est ça en fait la spécification au niveau de useStreet. C'est ça en fait qu'il faut comprendre parce que c'est très important au niveau de la qualité du code, c'est important. Donc ici, dans les fondamentaux, ce qu'on veut aussi voir, ce sont des variables. Alors, donc, une variable ici, c'est quoi? Une variable, c'est tout simplement un endroit dans l'ordinateur où vous partez stocker vos données, où vous allez stocker des éléments. D'accord? Et ces éléments-là, vous les donnez des étiquettes. Donc, c'est comme si vous êtes, c'est-à-dire, c'est comme dans un armoire, il y a différents compartiments. Et dans ces compartiments, vous dites, là, je vais ranger telle chose, là, je vais ranger telle chose, là, je vais ranger telle chose. C'est comme ça que c'est ce qu'on appelle les variables. Ce sont des boîtes dans lesquelles vous allez aller stocker des éléments. D'accord? Par exemple, l'exemple quand on utilisait useStreet, ce que j'ai fait ici, c'est ce qu'on appelle déclarer une variable, initialiser une variable. Donc, ce qui est à gauche ici, c'est une variable. Ça permet de stocker la valeur de droite. Donc, ici, je stocke NDG dans nom. Donc, si je affiche non, je demande à l'ordinateur de m'afficher le contenu de non. Donc, ouvre-moi la boîte et donne-moi le contenu qui est dans la boîte. Donc, une variable, c'est tout simplement une boîte qui contient ce que vous avez laissé. Et cette boîte-là est identifiée par un nom. D'accord? Mais l'ordinateur, lui, ne voit pas le nom. Dans sa mémoire, il ne voit pas le nom. Il met les étiquettes à travers des nombres. D'accord? Donc, ce sont des nombres qui sont comme ça à peu près. C'est comme ça que lui voit les variables. Mais vous, pour qu'on se retrouve, nous, en humains, on met des noms. Donc, c'est ça, des variables. Maintenant, dans ces variables-là, il y a ce qu'on appelle... vous ne pouvez pas mettre... lorsque vous manipulez les éléments, par exemple, on reprend l'exemple du placard. Au placard, il y a la place où vous rangez vos chaussures, il y a la place où vous rangez des babouches, il y a la place où vous rangez des robes, il y a la place où vous rangez des chapeaux, par exemple. Donc, ces différents éléments ont des types. Il y a le type babouche, il y a le type chaussure. Donc, ont des natures différentes, en fait, naturellement. Donc, c'est ce qu'on appelle des types de données. D'accord? Par exemple, un type de données, c'est tout simplement une manière de dire à l'ordinateur la nature de ce que vous allez stocker là. Qu'est-ce que vous allez venir stocker ici? Par exemple, si vous êtes un grossiste, la place où on stocke les médicaments a un certain confort et la place où on stocke les chaussures a un autre confort, par exemple. Donc, vous voyez, c'est ça en fait ce qu'on appelle le type de données. C'est pour permettre à l'ordinateur de savoir ce que vous allez venir stocker. Donc, les différents types, on a différents types de données, notamment les types primitifs. Donc, ce sont les premiers types de données qu'on a. Primitifs. Donc, primitif comme primaire. Donc, premier. Les types de données les plus basiques. On a notamment les chaînes de caractères. On a notamment les caractères eux-mêmes.
Donc une chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères. On a des nombres, on a des chiffres. D'accord? Donc ça, on peut encore citer, il y a par exemple les bits dans certains langages, donc ce qu'on appelle les types primitifs. Donc les types primaires, ce qu'on nous apprend au CP1, ce sont les premiers types de données. Et en fonction de ce que vous allez faire de la donnée, vous allez lui donner un type. Par exemple, si vous voulez stocker quoi, le prix d'un article, le prix d'un article est exprimé comment? C'est exprimé en nombre. Donc vous allez en nombre ou bien en chaîne de caractères selon. Donc vous allez stocker ce type là, vous allez l'exprimer en nombre en fait. Donc vous allez stocker dans une certaine variable. D'accord? Donc ça, ce sont les types primitifs. Et on a aussi les tableaux que j'ai oublié, les tableaux qu'on peut utiliser ici. Mais le tableau, on va dire, c'est une transition en fait entre les types primitifs et les types complexes, les types composés. D'accord? Donc on va quand même l'inclure à ce niveau. Donc par exemple ici, on va essayer de déclarer nos variables en fonction des types de données qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc ici, je vais déclarer une variable nombre. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un nombre. Au niveau de JavaScript, vous ne dites pas à l'avance que voilà, ici ce sera un nombre. C'est l'ordinateur même qui va déterminer en fonction de la valeur. D'accord? Par exemple, je vais afficher, vous allez voir, je vais alerter ça. Je vais alerter. Donc ici, on a un nombre. Je vais enregistrer. Je vais repartir au navigateur. Vous allez voir, il affiche le nombre. D'accord? Il affiche le nombre. Si je remets ici, si je change, je mets bonjour. Il va pas dire que non, ici c'est réservé pour les nombres. Maintenant, ouais, il affiche toujours. Donc JavaScript, c'est ça. Ici, le type de données intervient juste pour savoir que ça existe. Mais ce n'est pas, au niveau de JavaScript, c'est pas important. C'est pas vraiment important en fait. Parce que les variables sont dynamiques. C'est-à-dire, vous pouvez mettre des chaînes de caractères dans des variables réservées ainsi de suite en fait. Donc, vous pouvez faire vraiment tout. Alors que dans certains d'autres langages, vous devez dire à l'ordinateur à l'avance qu'ici, je vais stocker des boîtes sardines. Ici, je vais stocker ça. Comme ça, l'ordinateur sait que si vous amenez par exemple du bois, il va refuser. Il va dire non, ici, c'est un espace qui est réservé pour les boîtes sardines. Alors que dans JavaScript, il n'y a pas ça. C'est JavaScript qui va déterminer en fonction de ce que vous allez mettre ici. Donc, c'est JavaScript qui déterminera le type de données ici en fonction de la valeur que vous allez mettre. Donc, quand vous allez déposer les sardines, par exemple, dans une place neutre, bon, il va dire, ah d'accord, cette variable est de type sardine. Lorsque vous allez encore amener les bois dans la même place, il va changer de bouche. Il va dire non, cette variable est de type bois, ainsi de suite. Par exemple, on va voir par exemple une fonction qu'on appelle type of qui permet de donner le type des variables. Par exemple, ici, vous allez voir, on va actualiser. Il a dit que c'est une chaîne de caractères string. En anglais, ça veut dire chaîne de caractères. Donc, si on repart, on enlève, on dit 2002, on enregistre, on repart. Vous allez voir que là, il a dit que c'est un nombre. Vous voyez? Et si on part mettre 2, on actualise. Il a dit que c'est un nombre. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Et il y a des... Par exemple, en JavaScript, si vous faites ça, on va actualiser. Il dit que c'est un nombre. Donc, il y a des types aussi. Il y a d'autres types qui existent. Mais les types les plus importants, lorsque vous débutez, c'est de connaître ceux-là. Et il y a aussi le type de qu'on appelle des tableaux. Par exemple, pour créer un nouveau tableau, vous mettez tout simplement ça devant. Ou vous pouvez faire ça. Vous initialisez un nouveau tableau, new array, et puis vous donnez la taille. Par exemple, de 3 éléments au tableau. Si je repars, j'actualise. Il dit que c'est un objet. D'accord? Donc, un tableau, tout simplement, un objet, c'est son type de données. Voilà, un objet. Pour déclarer un tableau, vous pouvez faire ça. Donc, un tableau ici, ça mérite un peu plus d'explication. Un tableau, c'est quoi? C'est tout simplement une boîte qui est plus grande que les autres. Une boîte qui peut prendre pratiquement tout le monde. C'est-à-dire, dans un tableau, vous vous organisez comment? Ici, vous dites, j'aurai des sardines.
j'aurai du bois. Donc c'est une boîte qui peut prendre tout le monde une fois. Et ici j'aurai 2009. Et ici j'aurai Z. Ouais, c'est une boîte qui peut prendre tout le monde. Donc si je repars, j'actualise. Ah, ça n'affiche pas le contenu de... On va essayer de... Donc c'est à peu près ça les types de données ici. Donc un tableau peut prendre pratiquement toutes ces maintenant il y a les tableaux qui sont réservés juste aux chaînes de caractères, des tableaux qui sont réservés juste les tableaux qui sont réservés juste au nombre, d'accord, dans certains langages. En JavaScript, un tableau c'est ça, il prend beaucoup de données une fois en fait, il prend beaucoup d'éléments en une fois, alors qu'une variable simple par exemple, vous ne pouvez pas faire comme ça, et puis vous faites ça, et puis vous faites ça. Non, on ne peut pas faire ça en fait. C'est ça la différence entre les variables et les tableaux. Donc lorsque vous avez besoin de beaucoup de données à stocker une fois, vous devez effectivement utiliser un tableau. D'accord? Donc ici, dans les fondamentaux, on va aussi voir ce qu'on appelle les interactions. Les interactions, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque les actions qui se passent entre JavaScript et l'utilisateur. JavaScript peut vous demander de faire entrer des nombres, vous entrez, il affiche un message. Ce qu'on appelle une interaction, c'est si vous appuyez sur une touche, il reconnaît que vous avez appuyé sur une touche, ainsi de suite. Par exemple, le fait d'alerter comme ça, c'est une interaction. Par exemple, je vais prendre l'âge de l'utilisateur et je vais afficher. Je vais dire ici. Donc, il y a une fonction qu'on appelle prompt. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de connaître toutes les fonctions au niveau de l'interaction. Juste voir comment ça se passe. Donc ici, on va dire, par exemple, donne-moi ton âge. Par exemple. J'enregistre et ici, je vais actualiser. Ouais, ça c'est une interaction. Donne-moi ton âge. Et je vais par exemple mettre 45. Je dis OK. Et ici, je vais afficher par exemple l'âge. Après qu'il m'ait donné l'âge, je vais l'afficher. Ça, c'est une interaction. C'est comme son nom l'indique, quoi. Je vais mettre par exemple 60. 60. Il a affiché 60. Bien, si je peux mettre plus. Je vais faire une concaténation, par exemple. Je vais actualiser. Si je mets 70. Ouais, il a affiché 70. Hein. Donc, c'est ça les interactions, en fait, au niveau de JavaScript dans les fondamentaux. Vous devez connaître ça. C'est souvent important, mais c'est pas très utilisé aussi. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous n'allez pas utiliser ça. Donc, ça, c'est la fin des fondamentaux que vous devez connaître pour le moment en JavaScript. On se retrouve dans des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la page pour m'encourager à sortir plus de vidéos. Donc, c'est une longue série comme ça de petites vidéos, de courtes vidéos qu'on va faire pour vous initier vraiment dans les profondeurs de JavaScript, parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ne vous amènent pas vraiment dans les profondeurs et qui m'ont vraiment... Ça m'a pas servi de suivre des heures et des heures de vidéos, je n'ai rien compris. Donc j'ai décidé de faire cette série pour vous amener dans les tréfonds des profondeurs de JavaScript pour comprendre comment ça fonctionne là-bas. Donc merci, la communauté s'agrandit et merci à ceux qui partagent les vidéos. N'oubliez pas de générer des interactions, de partager, de vous abonner surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci, à bientôt.